Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Olivier Morelli. Après avoir travaillé dans de nombreux sports, dont le karaté, le cyclisme, le handball ou le volleyball, Olivier a validé son PhD en parallèle de son activité avec le Montpellier Handball. Il s'est aussi occupé de la préparation physique de l'équipe de France de volleyball jusqu'en 2020 avant de s'occuper de l'équipe de France de handball pour les JO de Tokyo, avec au bout la médaille d'or olympique. Dans cet épisode, on parle donc du lien entre la force et la prévention des blessures, de la valeur travail dans les sports co et de l'importance d'échanger, entre prépa physique notamment. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur No Minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Olivier. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour cette interview. Merci à toi pour l'invitation. Voilà, ça fait plaisir. Super, très content de t'avoir. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un peu d'où tu viens et où tu as fait tes études ? Ouais. Alors d'où je viens, moi je suis un ancien sportif de haut niveau dans le handball. Ouais. J'ai joué jusqu'à 34 ans. Après, grosse blessure, j'ai dû arrêter. J'ai eu la chance d'avoir un club qui m'a aidé un peu dans ma reconversion. Et je me suis toujours intéressé un petit peu à la prépa physique. Et j'ai pu enchaîner directement. J'avais commencé juste un petit peu avant de finir ma carrière en passant des brevets d'État. Et puis j'ai enchaîné sur des brevets d'État premier, deuxième degré en haltéro, muscu, parce que je trouvais ça que c'est intéressant. Ouais. Et puis, je suis reparti à la fac. J'ai eu un Master 2 en 2006, entraînement sportif à Montpellier. Et là, j'ai fait une pause. J'ai ouvert ma société en 2006. Et puis, j'ai bossé pendant une grosse dizaine d'années, 8 ans exactement, dans la société, à travers différents contrats. On évoquera peut-être un peu ça tout à l'heure sur les expériences. Ouais. Et puis, j'avais besoin d'avoir des réponses un peu plus. J'avais besoin de creuser un peu plus. Et je me suis lancé dans une thèse, un doctorat où j'étais inscrit à Amiens. Ouais. Et j'ai soutenu une thèse en 2018. D'accord. Qui était une thèse portée sur les sports co, sur le monitoring de la charge d'entraînement, sur l'évaluation un peu de la fatigue. Donc voilà, j'ai passé 2 licences, bien évidemment, etc. Donc c'est un peu le cursus, tu vois, un cursus un petit peu jeunesse et sport avec des brevets d'État, et puis un cursus universitaire à Montpellier notamment. Où j'interviens maintenant, puisque j'ai un poste de maître de conf à associé à la fac à Montpellier, à l'UFA STAPS. Et je suis ravi de partager cette expérience avec les étudiants là depuis 2 ans. Voilà, suite à la soutenance de la thèse. Voilà un petit peu en termes d'études. J'avais passé un diplôme de prépa, un certificat de compétences en prépa physique en plus. Voilà, j'ai fait 2-3 formations que l'INSEP a mis en place aussi sur variabilité de la fréquence cardiaque et hypoxie. Ouais. Et j'interviens là depuis une dizaine d'années avec Laurent Schmitt sur le diplôme de variabilité de fréquence cardiaque après Manon, voilà. Donc dans le cadre de l'INSEP. Ouais, super. Et alors via ta société, dans quel sport justement tu as baigné, dans quel sport tu as travaillé ? J'en ai fait beaucoup. Tu vois, j'étais ce matin avec mes étudiants qui me posaient la même question. Je leur ai un peu raconté. J'ai dû faire à peu près une trentaine de sports dans lesquels je suis intervenu, plus ou moins à long terme. Ça va passer par alors tous les sports co, j'ai beaucoup pratiqué. Ouais. Le tennis, la voile, le karaté, le golf, le triathlon, beaucoup encadré. Le vélo, le cyclisme. J'ai pas mal travaillé là-dessus. Alors c'est sûr que j'ai peut-être une valence un peu supérieure dans les sports collectifs parce qu'à la base j'étais handballeur. Ouais. Mais c'est vrai que le côté un petit peu énergétique m'intéressait aussi. Et j'ai eu la chance de commencer à bosser un peu dans le triathlon avec le pôle de Montpellier, là, le pôle France de Montpellier, où j'ai encadré les filles en responsabilité avec bien évidemment les traîneurs. Ouais. Et puis derrière, enchaîné avec le cyclisme pendant 2 ans dans une équipe pro, AG2R La Mondiale pour pas la citer, et où je me suis régalé parce que j'ai découvert aussi un autre milieu, tu vois, un autre contexte, d'autres cultures. Donc remettre en cause un petit peu tout ce que tu apprends en sport co et puis venir sur un truc qui est vraiment énergétique. Donc voilà, j'ai pas mal bourlingué dans les sports et je pense que c'est une grande richesse en fait pour les prépas, même si aujourd'hui on nous force un petit peu à être des spécialistes et ultra spécialistes. J'aurais tendance à dire que la richesse des autres sports apporte énormément quand tu veux travailler dans la préparation physique. Voilà.
C'est clair. Et est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots justement sur ta thèse? Tu parlais de monitoring de la charge d'entraînement en sport co. Qu'est-ce que tu as utilisé? Quel sport co t'es allé voir? Bon, j'ai encadré l'équipe de Montpellier au handball, qui était à l'époque l'équipe dont je me suis occupé pendant 13 ans, Ouais. parce qu'on se posait des questions sur la relation performance-blessure. On avait des phases qui étaient bien identifiées sur les blessures. Et je me suis posé des questions pendant un certain nombre d'années en disant, mais pourquoi dans le championnat de France, parce que ça s'est allé aussi au championnat de France, on avait une accumulation de blessures à des périodes, et c'était visible sur la plupart des équipes, et puis nous aussi. Donc, en lien avec l'entraîneur de l'équipe et mon directeur de thèse, on a fait des manips sur un an avec du testing, du suivi. On a mis des accéléros aux joueurs parce qu'on n'a pas de GPS chez nous. Et on a essayé de monitorer un petit peu tout un tas de marqueurs. On est allé faire des prélèvements sanguins, on est allé faire de la variabilité de fréquence cardiaque. Il y avait bien sûr des questionnaires. Il y avait un suivi assez riche. Alors j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, notamment dans les marqueurs où j'aurais voulu analyser. On avait 8 marqueurs. On essayait d'aller un peu plus loin, mais après ça coûte cher. C'est moi qui ai financé entièrement ma thèse. Et puis il y avait tellement de biais. En discutant avec le CHU qui a participé à l'étude, qu'au final, on est resté sur des marqueurs un petit peu plus standards. Tu vois, par exemple, les interleukines 6 qu'on aurait pu aller chercher, on n'est pas allé les chercher. Bon, voilà. Mais on a essayé de monitorer, en fait, à l'année, tout un tas de paramètres et de marqueurs et essayer de regarder comment ça bouge au regard des blessures et de la performance. D'accord, énorme. Et du coup, par rapport à cette thèse et le handball, qu'est-ce que vous avez trouvé de pertinent sur cette relation entre performance et blessure et qu'est-ce qui ressortait au final et sur quoi vous avez bossé les années suivantes? Ce qu'on a noté sur la thèse, au regard des blessures et des marqueurs, c'est que sur une saison sportive dans un club pro, notamment dans le hand, là, on avait une accumulation de matchs à des moments bien précis, avec un calendrier très chargé, et où globalement l'entraînement physique, notamment musculaire, j'ai beaucoup interrogé le côté musculaire de la chose, en fait ne permettait pas de maintenir un certain niveau d'activation qui fait que les joueurs se blessaient. C'est-à-dire que quand tu regardes une saison entière, tu as des phases de pré-saison, des phases de compétition. Dans les phases de compétition, on a trop tendance, c'est un peu ce que j'ai relaté dans mon deuxième article, on a trop tendance à oublier de s'entraîner physiquement au détriment des matchs, des déplacements et de la récupération. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ça, c'est délétère. C'est délétère parce qu'en fait, il y a un rôle en fait de protection du joueur quand on fait du travail physique, notamment autour de la force. Et quand on s'entraîne plus comme ça, en fait, on laisse le joueur se désentraîner un peu sur ces qualités-là, et tu le mets en fait dans une zone à risque importante. Voilà. Putain, passionnant. Et est-ce que en sachant ça, les années d'après, par exemple, tu as pu reprendre du temps dans les semaines pour leur refaire faire peut-être des rappels de force ou des trucs comme ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. La stratégie, ça a été de maintenir ces choses-là le plus longtemps possible, même quand on n'avait que 3 jours de récupération entre 2 matchs, ou avec le déplacement, etc., ça laissait peu de temps. Mais je crois qu'on avait gagné déjà un petit combat par rapport à ça. Alors, t'évites jamais complètement les blessures. J'y crois pas du tout à ça. Mais par contre, laisser le joueur dans des conditions optimales pour faire une performance, notamment au niveau musculaire. Et ça, je pense que c'est important. C'est passionnant. Et tu as aussi un rôle de président auprès du syndicat national des préparateurs physiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Écoute, on a lancé ça en 2016. Alors après, je te cache pas que j'ai trouvé personnellement, avec certains collègues, qu'il y avait un engouement assez important à ce qu'on soit tous défendus, qu'on soit tous protégés, qu'on arrive à se mettre sous le même blason, tu vois, et tout ça. Mais au final, j'ai aussi trouvé en parallèle que ça dérange beaucoup de gens, en fait. D'accord. Et on n'arrive pas à s'unir. Et aujourd'hui, je te cache pas que je m'épuise un peu. On n'a plus trop de missions. Je me demande même s'il faut continuer ou pas. Parce que ça dérange. Pourquoi ça dérange? Parce que si t'as pas la bonne carte professionnelle, ou que t'as pas fait la bonne formation, entre guillemets, t'aurais pas le droit de travailler. On est quand même dans un milieu qui marche beaucoup au réseau. Les gens, ils ont pas forcément les bons diplômes, mais comme ils ont du réseau, ils bossent. Et toi, t'arrives derrière et tu veux mettre un cadre légal, tous ces gens-là, ils ne pourraient plus travailler.
Tu as des gens qui travaillent, qui font de la prépa physique, ils se font payer en espèces, au black et tout ça. Oui, oui. Si tu mets un cadre, tous ces gens-là, ils ne pourront plus travailler. Donc, plutôt que de se regrouper, eh ben, en fait, chacun voit midi à sa porte. Et au final, ben, on n'arrive pas à s'unir. Les kinés, ils ont réussi à s'unir. Et aujourd'hui, ils prétendent à plein de choses. Moi, j'ai rien contre eux. Je trouve qu'ils sont très bien organisés. Et puis, ils ont de plus en plus de compétences. Ouais. Mais ils ont de la force, c'est de s'être mis derrière le même blason. Ouais. Et ils avancent. Et puis, des fois, il y en a qui sont pas très contents. Mais tout le monde avance. Nous, chacun regarde derrière son petit contrat, sa porte, ce que je fais ou pas. Mon Dieu, si j'adhère au syndicat, moi, je peux plus travailler parce que j'ai pas les diplômes ou parce que va falloir que je refasse une formation. Et donc, en fait, aujourd'hui, tout ça, j'ai l'impression que ça s'étiole un peu, quoi. Ouais, c'est clair que c'est dommage et que le fait de tout le monde tirer dans le même sens, ça apporterait peut-être encore plus de compétences au métier et ce serait forcément bénéfique au final, quoi. Bah, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il faudrait juste qu'on se regroupe. Moi, si je regarde entre les collègues, les formations universitaires, les formations privées, les formations jeunesse et sport, etc., et les gens qui sont sur le terrain, mais on est 100 000 en France. On est au moins 100 000 préparateurs physiques. Si demain, les 100 000 préparateurs physiques décident d'aller dans le même sens en disant on va se battre pour qu'on soit un vrai métier, parce qu'on n'est pas un vrai métier aujourd'hui. C'est clair. Et que derrière, on puisse se battre pour être dans un cahier des charges de Ligue nationale. Parce qu'aujourd'hui, les kinés, ils sont dans le cahier des charges. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'être dans un championnat de Ligue nationale si tu n'as pas un kiné à plein temps avec un local de temps de mètres carrés, attenant, etc. Nous, aujourd'hui, et on me l'a déjà dit il y a une dizaine d'années, quand tu négocies ton contrat, on te rappelle qu'on n'est pas obligé de prendre un préparateur physique dans la structure. Et ils jouent un peu là-dessus, les gens, tu vois, en te disant, mais j'ai aucune obligation aujourd'hui. Si moi, j'ai envie de faire la préparation physique, je peux la faire. Par contre, il n'a pas le droit de faire kiné. Vous voyez, et qu'aujourd'hui, je pense que notre erreur, c'est de se regarder individuellement et que si on se regardait les 100 000 ou je sais pas, peut-être plus pour aller dans le même sens, eh ben, on aurait tous un travail avec un vrai statut, avec un salaire minimum, avec une vraie protection, etc. Et qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Là, il y a eu le Covid. Regarde le nombre de collègues qui ont été emmerdés parce qu'ils n'avaient pas de contrat et qui se sont retrouvés sans aucun revenu. Alors que pour certains, ils ont une famille, des enfants, quoi. C'est clair. Et là, moi, tu vois, je voulais me battre dans ce sens-là. Voilà. Mais ça dérange certaines personnes, c'est évident. Mais en tout cas, si des gens sont motivés pour te rejoindre dans ce combat, je pense que on en parlera à la fin, mais tu donneras comment te contacter, tout ça, tu nous expliqueras et je pense que les gens te contacteront et j'espère qu'ils seront nombreux en tout cas. Super. Et depuis 2020, du coup, tu travailles avec la Fédération française de handball. Quel est ton rôle là-dedans et à la base, pourquoi tu as été employé? Est-ce que tu fais la veille scientifique? Est-ce que tu es sur le terrain? Est-ce que tu fais les deux? Comment tu bosses? Bon, je vais me permettre de faire un petit retour en arrière de quelques mois pour expliquer comment je suis arrivé là, si tu es OK. Aucun problème. Donc moi, j'ai intégré la Fédé de volley d'une manière un peu officieuse et après officielle. Alors, officieuse, pourquoi? Parce que j'étais en contrat avec la Fédération française de volleyball où j'ai bossé pendant 8 ans, jusqu'au 31 août 2020. On arrive à faire un TQO avec l'équipe de France et se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en janvier 2020. Au dernier moment. En février 2020, voilà, au dernier moment. Enfin, 6 mois avant. C'était bien 6 mois avant parce que pour 2016, on s'était qualifié 1 mois avant et c'était un peu plus complexe. Mais donc là, on se qualifie sur un TQO à Berlin, 8 équipes, une seule qualifiée, on bat l'Allemagne en finale, on va aux Jeux de Tokyo. C'était génial. Donc là, tout l'engouement, tout le monde, super, dans 6 mois, on a les Jeux. Et on avait tous dit, le staff, on arrête. Parce que ça fera 8 ans qu'on est avec eux. Et qu'à un moment donné, ils ont besoin que le staff évolue. Laurent Tilly a arrêté, l'entraîneur adjoint a arrêté, le manager a arrêté, le médecin a arrêté, le prépa a arrêté, tout le monde a arrêté. Donc, on s'était dit, on vient de se qualifier au jeu, génial, on va finir notre expérience au jeu. Là, en février 2020, l'entraîneur de l'équipe de France de handball, Guillaume Gilles, me contacte en me disant, écoute Olivier, je sais que tu es en contrat avec la Fédé de volley. Nous, on a un TQO au mois de mars avec l'équipe de France de hand. Est-ce que ça te dit de venir nous faire la prépa et le TQO pour essayer de se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo?
Donc, bien évidemment, en tant que handballeur, tu es sensible à cette demande, mais j'ai quand même le réflexe de lui dire, écoute, moi, je respecte mes engagements, je suis en contrat avec la Fédé de volley, j'irai au jeu avec la Fédé de volley, je finirai mon histoire avec la Fédé de volley, et au final, si on est OK, peut-être que j'embrayerai avec vous, parce que de toute façon, on a dit qu'on arrêtait au 31 août, et on verra bien. Et donc, le discours lui a plu, tu vois, en disant, je respecte ce que tu dis, je trouve ça très bien, mais quand même, j'aimerais que tu sois avec nous pendant cette période-là. Déjà, est-ce que tu es intéressé? Deuxièmement, est-ce que tu as le temps? Et puis, on va voir après avec la Fédé de volley si tout est OK, quoi. Donc, bien évidemment, j'étais OK. Bien évidemment, j'avais le temps parce qu'avec la Fédé de volley, j'avais rien. Les joueurs d'équipe de France étaient déjà dans leur club. Et donc, pas de mission à proprement parler pendant une période de 18 jours. Donc, je contacte ma DTN. L'entraîneur du handball contacte l'entraîneur du volley qui contacte la DTN pour dire, voilà, est-ce que vous nous mettez Olivier à disposition pour faire le TQO? Donc là, tout le monde s'entend. Réaction de la Fédération française de volley, avec qui j'ai des super contacts, dit, bien évidemment, aucun souci. Laurent Tilly dit à Guillaume Gilles, aucun souci, pas de problème. Donc, me voilà parti dans le handball en étant quand même encore salarié de la Fédé de volley pour les aider à faire le TQO, tu vois. Mais se passe le Covid au milieu, tu vois. Et donc, le Covid a énormément perturbé les choses. C'est-à-dire que le Covid fait que le TQO est annulé, fait que les jeux sont reportés. D'accord? Et moi, je suis quand même en fin de contrat fin août. Putain, d'accord. Et là, je me rappellerai toujours parce que j'étais sur ma terrasse, tu vois, Laurent Tilly qui m'appelle. Quand je vois les jeux reportés, je me dis, putain, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se passe et tout ça? Parce que la Fédé de hand me dit, écoute, nous, on est intéressés parce que entre-temps, on a quand même fait 2 ou 3 séminaires de travail pour préparer le TQO avec le hand, tu vois. On avait quand même du job à préparer les trucs avant qu'ils soient annulés, quoi. Et à la fin du dernier séminaire, c'était de toute façon, nous, on est intéressés, si tu arrêtes avec le volley, t'intégrer au hand. Donc, me voilà un peu embarqué en disant, bon an, mal an, super. Après les jeux, j'enchaîne avec la Fédé de hand. Et c'était super. Là, le Covid arrive. Donc, le Covid, derrière, ça a été report du TQO, report des jeux. Laurent m'appelle et me dit, écoute, les jeux sont reportés. Tu as pu voir il y a quelques jours. J'ai attendu avant de t'appeler parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais signé. Il avait signé avec le club japonais d'Osaka en disant, voilà, moi aussi, je pars au Japon, mais j'ai négocié avec la fédération. Je vais rester 1 an de plus. Je fais les Jeux de Tokyo. Je fais ma saison au Japon. Je reviens pour faire les Jeux. En fait, les Jeux étaient au Japon, donc tout va bien. Et puis, j'embraye après les Jeux. Quoi qu'il arrive, arrêt total. Il y aura un nouvel entraîneur et j'enchaînerai avec une 2e année avec mon club. Il me dit, est-ce que tu es partant? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu me suis? Et j'ai dit, Laurent, moi, je te suis n'importe où. Ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble. Sauf que moi, j'ai déjà dit OK à la Fédé de hand pour bosser avec eux. Et donc là, ça a été... alors, je suis passé par plusieurs phases. Donc, tu t'engages avec une fédération de handball, mais tu as la Fédé de volley qui te dit, reste 1 an de plus. Alors, je te la fais court. En gros, on a essayé de trouver jusqu'à quelques mois avant les Jeux de cette année. On a essayé de trouver une solution pour que je reste et que je fasse les 2 équipes en même temps. Tu vois? Parce que humainement, j'avais envie de finir avec cette équipe, avec ce staff, et dire, je pars après les Jeux de Tokyo et j'enchaîne avec le hand, tu vois. Et ça a été assez compliqué pour moi pour lâcher un peu prise là-dessus parce qu'au-delà de la performance qu'on a pu avoir, des déceptions des fois qu'on a pu avoir, il y a des relations humaines. Et aujourd'hui, j'étais très attaché à ce staff, très attaché aux joueurs, tu vois. Et j'avais besoin de finir l'histoire et de terminer le truc. Donc, on a essayé de s'accrocher en trouvant des solutions. Les 2 entraîneurs se sont appelés en disant, voilà, moi, je commence la prépa à tel endroit. OK, c'est bon, Olivier est dispo. Toi, tu es à tel endroit, il n'y a pas de souci. Quand moi, je suis en pause, toi, tu enchaînes. Sauf qu'on avait un souci sur le dernier mois des Jeux, à l'approche, au mois de juillet, où là, les 2 équipes partaient à 2 endroits différents. J'aurais pas pu faire les 2, tu vois. Et donc, naturellement, m'est venu de dire, c'est pas jouable, quoi. C'est pas jouable. Et même, en y réfléchissant un peu intellectuellement, c'était même pas honnête par rapport aux 2 collectifs. C'est-à-dire, les 2 collectifs méritent d'avoir quelqu'un à plein temps pour s'occuper des mecs, tu vois. Au-delà de l'investissement qu'on avait pu mettre et de ce qu'on pouvait faire, tu vois. Donc, j'ai été le seul du staff à quitter le groupe parce que je m'étais déjà engagé et qu'au regard des calendriers, c'était plus jouable, en fait, tu vois.
parce que les autres des membres du staff du volley, comme ils travaillent en club et qu'ils sont libérés pour les équipes nationales, même s'ils changent de club, ils restaient disponibles si ça continue 1 an. Tu vois. D'accord. Donc j'ai dû quitter le groupe. On a fait le recrutement avec Laurent Tilly qui m'a demandé de regarder quelle prépa on allait prendre pour la suite. Ouais. Il fallait que ça soit quelqu'un qui travaille dans la continuité. Il voulait pas changer les méthodes. Ouais. Il voulait pas changer les trucs, tu vois. Donc on a eu 3 ou 4 candidats. Voilà, il y en a 2 qui ont été retenus au final. Et à la fin, j'ai dit à Laurent, écoute, les 2 ils sont compétents. Ouais. Les 2, on a beaucoup discuté sur les contenus et tout ça. Maintenant, c'est toi qui dois prendre le prépa que tu as envie de prendre parce que c'est avec lui que tu vas bosser et tu vas le voir tous les jours. Donc, il y a, au-delà des compétences, il y a le côté humain. Et puis, c'est Christophe Keller qui a fait le job. Il a bien fait le job puisqu'ils sont champions olympiques et ces mecs-là méritent ce titre. Donc, moi, je suis ravi parce que je me sens un petit peu impliqué, même si c'est pas moi qui les ai accompagnés sur la dernière campagne et que Christophe a fait un super boulot. Mais aujourd'hui, voilà, c'était une belle expérience. Et donc, j'ai enchaîné avec le hand. Derrière nous, on a eu toutes les compétitions du hand qui ont été bougées pendant 1 an aussi. Et on a recommencé à travailler au mois de janvier 2021. On est allé faire les championnats du monde. Et puis derrière le TQO. Et puis derrière les Jeux. Et ça a été, j'ai envie de te dire, de janvier 2020 à décembre 2020, une année plutôt tranquille parce que Covid, pas de compète, etc. Ouais. Par contre, à partir du 26 décembre 2020, championnat du monde TQO Jeux, là, depuis 6 mois, j'ai pas vu le jour. Ouais. Et ça a été très intense. Mais c'est top. C'est top. Je me régale différemment, mais je me régale aussi avec ce staff, avec cette équipe. Il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais qui étaient passés par Montpellier, donc c'est top, quoi. Ouais, carrément. Putain, ça a pas dû être facile justement de pas finir ton aventure en même temps que les autres, même si après t'as enchaîné avec un truc aussi passionnant, mais te dire ben voilà, je serais pas forcément allé au bout avec mon équipe et tout ça, et je vais sur un autre, mais bon, au final t'as un super projet aussi, et justement dans le handball, quel est ton rôle à la Fédé maintenant? Tu t'occupes que de l'équipe de France masculine senior, ou tu chapeautes en dessous, ou qu'est-ce que tu fais? Non. Ouais, voilà. En fait, quand je suis arrivé et que Guillaume m'a proposé de faire la pige, j'ai accepté de faire la pige. Et puis, on a eu un entretien et je lui ai évoqué mon envie depuis longtemps de mener des projets de recherche, de mener du travail de synthèse, etc. à la Fédération de hand, qui est quand même mon sport et dans lequel j'ai beaucoup œuvré pendant des années, parce que je me suis occupé de pas mal de clubs en prépa physique. Et au final, il a accepté ce rôle-là. Donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est bien sûr gérer l'équipe de France masculine. Et puis, à côté de ça, on a monté une cellule recherche et performance. Et l'idée de la cellule, c'est de faire avancer en fait les connaissances dans le handball et que tout ça puisse redescendre à toutes les échelles de la fédération, que ce soit les clubs pro s'il y en a qui ont besoin, les centres de formation, les pôles espoirs. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place des projets qui nous aident à reprendre un peu d'avance au niveau physique. Moi, je suis là que pour regarder le physique. Je suis à l'écoute des entraîneurs, à leurs questions de terrain, et j'essaie de mettre en place des projets qui vont tendre à y répondre. Voilà. Donc, j'ai monté une cellule recherche. On l'a officiellement établie à l'Agence nationale du sport, à l'INSEP. Donc, tout ça, c'est bien acté, bien reconnu. Et puis là, je suis en train de créer la cellule, c'est-à-dire les gens qui vont travailler dedans, parce que j'ai besoin d'être. Moi, je fais pas une aventure tout seul, tu vois. C'est pas mon combat. Et aujourd'hui, des gens compétents dans le handball sur le côté physique, recherche et tout ça, il y en a. Donc, je pense à mon ancien directeur de thèse, Jacques Priou, qui est professeur d'université à Rennes et qui est un ancien handballeur, un ancien entraîneur et qui va être passionné pour faire animer ce truc-là. Je pense à Martin Buchheit, que j'ai eu plusieurs fois et qui est ravi de venir nous aider un peu là-dedans. Et d'autres, il y a plein de gens, tu vois, qui vont être là. On va être un petit groupe de travail et on va essayer de faire avancer les connaissances et de répondre à des questions de terrain. Ouais. Voilà. Ça va être énorme, franchement. Et pour revenir un peu sur les jeux, comment t'as planifié un peu ces Olympiades, de quoi tu es parti, et comment est-ce que tu t'es dit ben voilà, on vise pour être à un pic de forme, j'en sais rien, pour les demi-finales, ou est-ce que vraiment t'as pris les joueurs, ils étaient déjà assez bien et t'as juste fignolé un petit peu le travail? Alors, je vais essayer de répondre peut-être un peu dans le désordre.
quand on commence une prépa comme ça olympique, la première chose, c'est que tu es en manque d'infos, en fait. Ouais. Donc, tu es obligé d'aller chercher des infos sur tes joueurs. On a la moitié de l'effectif qui joue en France, la moitié à l'étranger, dans des clubs prestigieux, Ouais. qui pour certains ont fini la compétition le 28 juin, tu vois, alors qu'on prenait la prépa le 22. Donc tout ça, c'est complexe. Alors, c'est complexe, mais d'un autre côté, ça faisait quasiment un an, parce que rappelle-toi, janvier 2020, où on me dit, viens nous aider à faire le TQO. Là, je me suis mis tout de suite en lien avec tous les prépas des clubs. Ouais. Et franchement, je leur tire mon chapeau parce que on échange encore aujourd'hui. Ouais. On s'entend très bien. Il y a à aucun moment, tu vois, de quelque chose pour dire je garde mon info, c'est à moi, etc. Ouais. On est vraiment dans l'échange. Moi, je leur fais des retours écrits par téléphone de ce que je fais pendant les prépas, pendant les regroupements d'équipe de France. Ouais. Ils me donnent des accès à des informations de ce qu'ils font en club. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que le joueur qui est au centre, il soit pris en charge. Moi, je vais rien révolutionner, surtout si pendant 10 mois, dans son club, ils ont trouvé des choses qui marchent, ils ont réglé des problèmes. Donc, moi, je suis là pour mettre en harmonie un peu tout ça. Et après, bien sûr, j'ai des convictions de travail. C'est-à-dire que quand j'arrive, j'ai besoin de faire quelques mesures pour regarder où ils en sont, si ça n'a pas été fait partout. Et de dire, OK, on est dans cette situation-là, on est à 40 jours du premier match, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu vois ? Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Il est dépendant un peu de l'état dans lequel arrive le joueur, mais de plein de paramètres. Tu sais, j'avais des joueurs qui avaient 20 ans et j'avais des joueurs qui avaient presque 40 ans. Ouais. Donc, tu peux bien évidemment pas faire exactement la même chose pour tout le monde, mais quelque part, sur le terrain, celui de 40 ans doit donner autant que celui de 20 ans. C'est-à-dire que tu peux pas lui dire il va courir moins vite, moins longtemps, et puis c'est pas grave. S'il y a des besoins de courir vite et longtemps, si tu es sur le terrain, il faut que tu sois capable de le faire. Donc, il faut prendre ça en compte, et c'est ça, la vraie complexité, elle est là. C'est récupérer un max d'infos, faire quelques mesures, et derrière te dire, OK, on est parti. Donc, je me suis beaucoup investi, tu vois, pour essayer que chacun ait vraiment le bon dosage de ce qu'il doit faire tous les jours dans mon travail à moi. Oui. Là où j'ai pas voulu trop aller, alors pour 2 raisons, parce que c'est pas trop ma philosophie à la base, et je pense qu'on n'a pas assez d'outils, nous, au handball, pour pouvoir y aller. On n'a pas de GPS, par exemple, au handball, pour dire, voilà ce qui s'est passé. Alors, on est en train de travailler sur d'autres outils, là, qui arrivent. Oui. Et on va s'équiper très vite, là. Mais globalement, c'est de dire comment je peux donner exactement ce qu'il faut à la personne qui a 20 ans, qui joue ce poste-là, qui a ce profil-là. Tu vois. Et qu'est-ce que je donne à quelqu'un qui a 40 ans, ce poste-là, et à notre profil. Voilà. Et j'ai essayé de faire quelque chose autour de ça, quoi. Ouais. Ah, c'est génial. Et combien de joueurs tu as avec toi et quelles mesures tu as effectuées justement pour individualiser entre le jeune de 20 ans et on va dire l'athlète expérimenté de presque 40? Ouais, écoute, j'avais une vingtaine de joueurs sur la prépa, en sachant que on allait en garder très vite un peu moins et qu'on allait partir au jeu à 14 plus 1 plus 2, donc à 17 joueurs, tu vois. 14 dans le groupe, un 15e qui était un petit peu le joker et 2 réservistes. Et donc ça, c'est des gens qui sont partis avec nous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour individualiser ? Tout un tas de mesures. Donc, c'est parti de profil force-vitesse. Je travaille avec une société là qui s'appelle Kinvent depuis un an maintenant. On essaie de développer des choses ensemble. Ouais. Donc, j'ai eu accès plateforme de force, tout un tas d'outils, tu vois, qui me permettent aujourd'hui de pouvoir un peu individualiser tout un tas de travail physique. Et puis, j'ai envie de te dire, moi, je fais des mesures quasiment quotidiennes. Des fois, ça leur casse un peu les bonbons, mais des mesures un peu quotidiennes, tu vois, la variabilité de la fréquence cardiaque, regarder un peu l'hydratation, regarder un peu au niveau neuromusculaire si ça bouge pas. Tu vois, on travaille avec MyCoach, nous, tu vois, et on a la chance dans MyCoach de travailler avec Stéphane Morin. Et Steph, qui est un copain depuis longtemps, me fait des statistiques et des retours journaliers, tu vois, sur le truc. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour individualiser, pour essayer de regarder si on dérivait, si on dérivait pas, si tout était OK. Voilà. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, on va programmer beaucoup de travail. Moi, je crois beaucoup
à beaucoup de travail. Tu vois, je suis pas sur là, il faut décharger pour affûter. J'y crois pas. Moi, je trouve que c'est bon dans les sports énergétiques où tu as des volumes monumentaux, quoi. Quand tu t'entraînes 35 heures semaine, tu peux pas faire ça la semaine précédant la compète. Tu vois. Donc là, c'est des hauts volumes. Nous, on n'est jamais à ces volumes-là d'entraînement, tu vois. Donc, moi, je crois beaucoup au travail. Donc, on travaille. Et en fait, l'entraîneur était pareil, les deux entraîneurs, hein, Eric Maté, pareil. On a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, ce qui a un peu choqué les joueurs. Et quand je te dis choqué, je vais te livrer une anecdote, c'est que quand on a le titre olympique dans le vestiaire, t'en as un peu charismatique qui vient me voir en me disant « Putain, Olive, je t'ai détesté, mais vraiment détesté, parce que ça fait longtemps que j'avais pas travaillé comme ça, parce que d'habitude, on allège, on machin, mais je me suis senti trop bien. » Et donc, c'est ce que lui ai répondu. Je lui ai dit « J'ai pas de vérité, mais je crois au travail. » Et je suis persuadé que si on veut décharger, affûter, réduire, machin, on n'a pas assez de volume pour que ça paye. Et je suis persuadé aujourd'hui, mais ça, tu vois, c'est en lien avec les travaux de ma thèse que j'avais faite quelques années avant, c'est que si tu veux trop décharger, tu vas arriver à des états de désentraînement et tu augmentes le risque de blessure et de non-perf, quoi. Donc, moi, je les ai remis un peu vraiment dans le dur, tu vois. Je dis pas qu'ils travaillent pas dans le dur dans leur club parce que j'ai accès à plein d'infos et je discute beaucoup avec eux. Ils bossent beaucoup. Mais c'est les calendriers qui font qu'aujourd'hui, on bosse un peu moins. Et même eux, les prépas des clubs, sont un peu enfermés et ils n'ont pas trop le choix quand l'entraîneur dit non, là, on va les mettre en récup, là, on voyage, mais le voyage, il est pas cool, on va arriver tard. Et donc, en fait, tu as peu d'opportunités de maintenir ce que tu as besoin de maintenir. Tu vois, le prépa de Montpellier, il est vachement là-dedans. Le prépa de Paris, pareil. De Chambéry, pareil. C'est des mecs qui aiment faire travailler les gars, mais il y a des fois, ils n'ont pas le choix, tu vois. Là, on a un luxe quand on est en prépa olympique, c'est que les mecs, ils sont du matin au soir à ta dispo et que tu contrôles un maximum de choses. Et là, on a pu monter un petit peu en pression là-dessus. Après, écoute, je t'en parle maintenant, on a eu le titre, c'est génial. Mais c'est pas une vérité, en fait. Tu vois, c'est pas sûr qu'on réussisse et ça t'arrive des fois d'être sur tes convictions et de pas réussir. Voilà. C'est clair. Et en termes de récup, est-ce que tu sais le work hard, play hard, apparemment la vraie phrase ce serait work hard, recover hard. Et du coup, quand tu t'entraînes beaucoup, est-ce que au final les lendemains de match, tout ça, tu récupérais, tout ça, bien manger, bien s'hydrater, bien dormir, mais est-ce que tu mettais en place des choses en plus, je sais pas, de la pressothérapie, des bains froids, des massages, des étirements. Oui, on a accès à tout ça, nous. Ouais. Et du coup, on a accès à tout ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu favorisais, on va dire, le lendemain des matchs, parce que ça s'enchaîne assez fort et assez vite dans le hand les matchs. Tu parles sur la compétition des Jeux Olympiques, là? Ouais. Ouais, sur les Jeux, on jouait un match, repos le lendemain, match, repos le lendemain, match. Ouais. Et peut-être, on a enchaîné quand même assez de matchs. Hein. J'ai vécu des trucs dans le volley, on a pu enchaîner 5 matchs d'affilée en 5 jours. Hein. Ah, le volley, c'est ouf, ouais. Il y a des fois, c'est un peu pire. Après, je pense qu'il y a des sports où, comme il n'y a pas de contact ou moins de contact, etc., tu peux enchaîner à plus ou moins, tu vois, plusieurs jours. Voilà. Au rugby, jamais tu joues 5 matchs en 5 jours. C'est clair. Voilà. Tu pourrais pas. Donc, il y a des sports où tu peux un peu te le permettre, mais malgré ça, faut essayer de vite récupérer, faut essayer de vite nettoyer tout ça. Alors après, il y a plein de stratégies. Hein. On va pas évoquer toutes les stratégies de récup, mais oui, on avait accès à tous ces trucs-là, les bains froids, la pressothérapie, les massages pour certains. Il y a tout un tas de trucs qu'on a essayé de mettre en place pour essayer notamment d'améliorer ces trucs-là. Maintenant, j'insiste encore une fois là-dessus, on n'a pas passé la journée de repos entre les deux matchs à récupérer. Ça. D'accord. On a retravaillé. D'accord. Voilà. Et on a retravaillé parce que je crois au travail. Après, intelligemment. Tu vois. Et qu'est-ce que tu faisais alors le lendemain d'un match ? Quelle qualité physique t'allais travailler au final ? De toute façon, on repartait faire du travail spécifique. Et en fonction du lieu, de l'horaire, parce que je te le fais un peu court, mais les Jeux Olympiques, c'est là où c'est complexe, c'est que tes créneaux d'entraînement spécifiques, ils sont imposés. Tes créneaux d'entraînement physique, il n'y a aucune réservation possible. Oh putain. Donc, t'apprends que tu t'entraînes à 10h le matin. Tu as deux choix. Tu y vas ou tu y vas pas.
Tu t'entraînes à 20h30 le lendemain parce que tu as joué tard. Donc, ils te mettent sur le dernier créneau. T'y vas pas. Qu'est-ce que tu mets dans ta journée? Et en fonction de ça, il n'y a rien qui est automatique parce que c'est vraiment au cas par cas. Tu décides de réactiver une qualité ou pas. Et donc, moi, j'ai passé ma vie à aller voir si dans la salle de muscu, il y avait la place, si à l'extérieur, on pouvait faire un petit travail de réactivation, etc. Et quand tu gères à peu près tout ça, eh ben, on se voyait tous les jours en staff plusieurs fois pour dire, bon, alors, ça donne quoi, machin et tout. OK, ben, on part là, on fait ci, on fait ça. Maintenant, je vais encore plus loin. Ma vision du travail, et c'est ce que j'avais dit à Christophe sur le volet, qu'il soit prêt à faire ce genre de choses. C'est pas l'équipe, rendez-vous à 14h pour faire un travail musculaire avant de partir à l'entraînement. C'est dans la journée, j'étais libre et les joueurs pouvaient me dire, écoute, moi je le sens plus ce matin à 10h30 et avant je veux rester un peu tranquille. Et en fait, nous, en tout cas moi sur les jeux, du matin au soir, j'ai été au feu pour régler tous les problèmes, pour ajuster en fonction des ressentis des mecs. Et à ça, je te rajoute deux choses. Le 15e joueur qui, lui, ne jouait pas les matchs. Donc, lui, il fallait l'entraîner différemment des 14 premiers. Et je te rajoute une dernière contrainte, parce que c'est celle qui était la plus galère, en fait. C'est que les deux réservistes, ils n'avaient pas d'accès aux Jeux Olympiques, au village olympique. D'accord. Et donc, comme ils n'avaient pas accès au village olympique, Olive, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire l'entraînement du 15e. Il enchaînait avec une ou deux séquences dans la journée avec des 14. Il allait sur le site d'entraînement avec les 14. Et après, il prenait un taxi, traversait Tokyo, il allait dans une autre salle pour gérer les deux réservistes sur le travail physique et spécifique. La chance que j'avais avec ça, c'est que moi, j'ai mes brevets d'état de hand. Et donc, j'ai pu, à certains moments, faire du travail technico-physique, tu vois, sur les deux réservistes. D'ailleurs, ça nous a bien servi parce que quand on a eu la petite blessure de Nguessan, on a Robin Lagarde qui était 16e, qui a pu intégrer le groupe, il a eu son accréditation, remplacement officiel, et qui était prêt. Et finalement, il a été bien, il était en canne, ça allait, il était prêt. Et mon rôle, moi, c'est de faire en sorte que ces deux-là soient prêts. Putain, c'est ouf. Puis quand on est prépa en village olympique, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Et puis l'organisation que tu décris, il faut être hyper actif parce qu'au jour le jour, ce que tu as prévu, si le créneau muscu il est pas dispo, tu es en train de basculer sur autre chose et tu fais pas forcément ce que tu voudrais, quoi. C'est exactement ça. Combien de fois ça m'est arrivé de dire allez, ok, on y va avec 6 joueurs, rendez-vous à telle heure, on va en salle de muscu, t'arrives, t'as 4 équipes. Oh putain. Et t'as 4 équipes, ça veut dire globalement t'as 70 personnes qui ont pris tous les racks à squat, tous les plateaux haltéros, toutes les haltères et t'as plus de place. Et toi t'arrives, tu dis bon, faut faire autre chose. Et là tu les renvoies pas dans leur chambre pour dire on revient 2 heures plus tard. C'est clair. 2 heures plus tard tu pars à l'entraînement. Donc là il faut être réactif en 3 minutes et allez ok, on va se préparer à la séance, pendant ce temps je dois immerger un truc. Et t'es obligé de changer. Putain, et tu t'adaptes. C'est, je pense, la qualité numéro 1 de notre travail, en fait. Tu vois. Puis ça doit être hyper stimulant parce que tout ce que tu prévois, t'es jamais sûr au final de le mener à bien, quoi. Donc, tu prévois un plan B ou de suite, il faut rebondir, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça. Super. Et Olivier, alors, est-ce que tu peux nous expliquer une semaine type actuellement, donc maintenant que les jeux sont passés, une semaine type pour toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu restes chez toi, tu bosses de chez toi? Comment tu fais? Alors c'est un peu particulier parce que j'ai un poste qui ne demande pas forcément de présentiel à la fédération. Nous, la fédération, elle est à Créteil, c'est la maison du handball. Tu vois, j'y monte tout à l'heure parce qu'on a un débrief des Jeux Olympiques avec la DTN, avec toute la DTN, hein, donc on sera une trentaine, quarantaine de personnes demain et vendredi. Mes journées en fait et mes semaines, elles sont rythmées en fonction de mes cours à la fac, puisque j'ai un poste à la fac. Donc tu vois, j'étais ce matin de 8h à midi avec les Master 1, hier matin avec les Master 2. J'ai 1 ou 2 athlètes que je suis un peu dans la région ici, une basketteuse professionnelle, un jeune skieur, etc. Bon, ben je prends des choses. Et puis à côté de ça, c'est le lien avec les internationaux, c'est le lien avec les prépas physiques de ces internationaux, des staffs et tout ça. C'est le lien avec l'entraîneur adjoint, le médecin, les kinés des équipes de l'équipe de France pour dire il y a des nouvelles, pas de nouvelles, on en est où, etc.
c'est me mettre en lien avec les pôles. Tu vois, là, par exemple, je vais commencer à organiser des déplacements pour aller visiter les pôles espoirs. Oui. Puisque les pôles espoirs, on est en bas de la pyramide. Et donc, ce que je veux, c'est mettre une vraie dynamique de travail un petit peu identique dans les pôles par rapport au développement athlétique du jeune joueur. Ça, c'est le but de cette année, tu vois. Donc là, je vais me déplacer dans les pôles. Mais tu vois, ce travail-là, je l'avais fait avec le volley. Et franchement, j'ai que des bons souvenirs. En fait, tu te déplaces dans les pôles, tu vois leurs problèmes, tu vois ce qui se passe, tu vois s'ils sont bien encadrés, tu vois s'il y a le matériel adéquat, tu vois si les créneaux sont bons, tu vois leurs conditions en fait de travail. Et tu es là et tu es force de proposition, tu essaies de régler les problèmes, ils échangent avec toi, leur prépa qui est là échange avec toi. Et l'idée, moi, c'est que j'insuffle un peu une dynamique. Donc voilà, je vais m'organiser des petits déplacements pour aller à Bordeaux, pour aller un peu dans tous les pôles et pour dire, ok, voilà, échangeons. Voilà la politique fédérale, elle sera plutôt comme ça, parce que moi en haut, je vois ces besoins-là et comment on peut les mettre en place en bas des échelles, quoi. Voilà. Et sans que ça soit un discours descendant, tu vois. Ce que je veux, c'est que ça reste de l'échange et qu'on puisse avancer là-dessus. Il y en a qui travaillent très bien, qui ont déjà des prépas, du matos, qui font des évals, d'autres qui sont un peu moins fournis parce que pas les mêmes moyens, pas les mêmes structures. On essaie d'aider les gens à différentes vitesses. C'est énorme, franchement. Et Olivier, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré dans ton métier ou qui t'inspirent encore? Alors, mentor, je pense que le mot il est un peu fort, perso. Tu vois, moi en fait, tout le monde m'intéresse. Je sais pas comment comment essayer de décrire ça, quoi. Mais je vais aller sur une piste, voir un athlète et un entraîneur, il va m'apporter quelque chose. Et je vais voir un truc intéressant. Après, c'est certain que quand j'ai commencé il y a 20 ans, des mecs comme Michel Pradé, tu vois, qui m'ont Michel, je crois que c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier avec des mots qui ont parlé, qui ont sonné, tu vois, qui m'ont dit ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. J'ai des gens comme Bruno Parietti, tu vois, qui m'a accueilli en 2000, qui était aspect prépa physique, muscu, qui m'a beaucoup apporté. J'ai Marc Vouillot sur la force, avec qui on a écrit un bouquin sur l'haltéro, et qui sont des gens qui, voilà. Puis à côté de ça, j'ai plein de collègues qui sont des collègues qui m'apportent, avec qui on échange. Je pense à Fred Marcerou, je vais faire ce soir un webinaire avec lui. Je pense à Gilbert Gascou qui est au Racing. Je pense à mon pote Saad Drissi du Stade Toulousain. Je pense à plein de mecs comme ça avec qui je suis constamment en train d'échanger. Et tiens Olive, toi tu regardes, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Putain, c'est génial. Tu vois, Gilbert, j'ai passé, je sais pas. J'ai dû passer déjà plein de jours, voire de semaines avec eux, en immersion, pour bosser, pour échanger, pour discuter. J'ai en plus un ancien étudiant qui est là-bas sur les data GPS. Donc, et Gilbert, c'est quelqu'un, on s'appelle, on peut parler 1 heure de prépa en disant, putain, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est super, putain, j'y ai pas pensé. Mais moi, j'ai essayé ça. Ah ouais, pas bête, on va voir. Ah oui, c'est intelligent, c'est intéressant. Enfin, et je pense que notre métier, on a besoin d'avoir pas un mec qui est un mentor sur lequel tu t'appuies, mais constamment essayer d'échanger. Tu vois, là, Benjamin Delmoral vient d'arriver à Montpellier. C'est un mec que je connais depuis très longtemps, Ben. Et Ben, on va se voir. Il m'a dit, putain, Oli, faut qu'on vienne, qu'on échange. Maintenant, je suis à côté de chez toi. En plus, il va habiter à 5 minutes de chez moi. Bon, voilà, là, je viens de rentrer des jeux. Lui, il était en prépa. Mais on va se voir, on va échanger. Ça, pour moi, c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne, nous, les prépas, quoi. Voilà. T'as raison, c'est clair. Et justement, est-ce que tu as des livres à nous conseiller et des livres que tu relis régulièrement? Écoute, j'ai plein de bouquins qui m'ont tous un peu aidé à un moment donné. En fait, je pense qu'il faut fonctionner comme ça. Je pense dans ma bibliothèque, là, je dois avoir 120 ou 150 bouquins liés à l'entraînement. Un entraînement qui va parler de périodisation, de force, de récupération, des auteurs anglais ou des auteurs français, peu importe. Je pense qu'à un moment donné, il faut lire. Peut-être qu'on lit pas assez, tu vois. Et en plus, avec les réseaux sociaux, je pense que ça s'est beaucoup freiné, tout ça. Mais essayons de lire et de s'inspirer de ce que font les autres, de ce qu'écrivent les autres. Donc, je pourrais te sortir quelques bouquins, tu vois, mais il y a vraiment des auteurs, oui, qui m'avaient marqué, tu vois, Matveyev, Verkhochansky, ces mecs-là à l'époque, c'est des mecs qui ont beaucoup écrit. Le Jar, tu vois, c'est quelqu'un qui au départ, quand tu lis ses bouquins, tu te dis ouais,
c'est vraiment pas bête tout ce qu'il dit et il y a vraiment des trucs intéressants. Et en fait, tous ces trucs-là, ça te donne à un moment donné des clés, tu vois. Et t'avances en fonction des périodes. Voilà. Mais il y a pas que les livres. Je reviens à ça. Il y a les échanges avec les collègues, il y a les livres, et puis il y a des publications scientifiques, il y a des chercheurs, et il y a des gens qui font avancer le schmilblick. Et quand tu arrives à mixer un peu tout ça, je trouve que tu t'enrichis perpétuellement, quoi. C'est clair. C'est clair. Et pour terminer, Olivier, est-ce qu'il y a un moyen de te joindre facilement? Est-ce que tu es disponible sur certains réseaux en particulier ou pas? Écoute, moi, j'habite Montpellier, tu vois, je travaille à la fac et au Crêpes de Montpellier. Ouais. Donc, voilà, j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, les trucs un peu classiques, mais globalement, je suis assez ouvert et puis prêt à échanger. Les gens, ils veulent venir sur Montpellier, je peux ouvrir les différents espaces dans lesquels je peux intervenir. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai pas de club à proprement parler, tu vois. Ouais. Donc, c'est moi qui tourne plutôt un peu. Et j'ai pas eu un endroit pour dire allez tiens je vais aller visiter comment ils travaillent, etc. Par contre, comme je l'ai toujours dit, alors j'ai pas pu le faire là parce que je l'avais proposé au préparateur physique, mais j'ai envie d'ouvrir des sessions avec l'équipe de France à des prépas physiques qui alors je peux pas ouvrir à 10, mais de dire bah voilà, je suis en stage une semaine à tel endroit, le mercredi la séance est ouverte, ceux qui veulent venir vous venez. Alors que là, avec le Covid, c'était un peu compliqué parce qu'on a été depuis un an dans une bulle sanitaire et que le staff médical nous a interdit ce genre de choses. Mais j'ouvre à tous les prépas des clubs de LNH. Je leur ai dit, vous êtes les bienvenus. Je vous file un t-shirt, un short. Vous venez avec moi. Même ils encadrent la séance avec moi. J'ai aucun souci avec ça et au contraire, je pense que c'est des choses qu'il faut multiplier. On n'a rien à cacher. C'est clair. Et au contraire, moi, les retours de certains avec un œil extérieur, c'est plutôt plaisant aussi pour nous. Donc voilà, plutôt sur la région de Montpellier et complètement dispo après sur ça, quoi. Ouais, super. En tout cas, c'est une très bonne idée. Et voilà, merci encore pour le temps passé à répondre à mes questions. C'était top. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Julien, pour ton invitation. J'espère que ça apportera et que ça pourra aider. Et je reste à disposition s'il y a besoin. Voilà. Super, merci. À la prochaine. Merci, Julien. À bientôt. Bye bye. Voilà. Merci d'être allé au bout, j'espère que vous êtes régalés. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Pour l'épisode 36, je discute avec Thomas Benayoun de Training Therapy. On parle notamment de réathlétisation CrossFit ou de la place de l'haltérophilie dans les pathologies d'épaule. À suivre. À très bientôt pour un nouvel épisode.